Ira Levin. Ça vous dit quelque chose? Si ce n'est pas le cas, vous en faites pas parce que je vais éclairer votre lanterne. Levin est un auteur américain né à New York en 1929. Il commence par écrire dans les années 50 des scripts pour des radioromans et quelques séries télé. Il va rédiger également quelques pièces de théâtre, dont Death Trap en 1978, qui connut un très grand succès et qui a valu à son auteur le prix Edgar Allan Poe. Mais c'est en 1953 que Levin va publier son premier roman, intitulé A Kiss Before Dying. Il fut très bien accueilli à sa sortie et eut droit à 2 adaptations cinématographiques, la première en 1956 et la seconde en 1991. L'auteur fut donc très occupé au théâtre après ce livre et son deuxième roman ne verra le jour qu'en 1967. Et c'est celui-là qui marquera le monde à tout jamais. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Si vous connaissez Ira Levin, vous savez donc de quel roman il s'agit. Sinon, vous avez lu le titre de la vidéo et vous savez également de quel roman il s'agit. Vous êtes malin. Et oui, aujourd'hui, on s'attaque à l'adaptation cinématographique de Rosemary's Baby, réalisée par le très controversé Roman Polanski. Mais pas que. Enfin, l'épisode sera quand même consacré en grande partie au film de Polanski, mais je vais également vous parler de 2 autres œuvres. Et oui, parce que cette histoire a également été réadaptée à la télévision en 2014, mais le film de 1968 a également donné naissance à une suite, sous forme de téléfilm. Qui le savait? À main levée? Non, baissez vos mains, je peux pas vous voir. Bref, trêve de plaisanterie, commençons cet épisode. Générique. Robert Evans, surnommé Bob Evans pour les intimes, c'était un très grand producteur d'Hollywood. Il a été le producteur en chef chez la Paramount pendant des années et a produit de grands, très grands films. Drôle de couple, Le Parrain, Chinatown, Serpico, The Great Gatsby, j'en passe et des meilleurs. Il finit par tomber sur le roman Rosemary's Baby de Ira Levin et en tombe immédiatement sous le charme. Puis il décide qu'il va mettre sur pied une adaptation cinématographique basée sur ce livre. Il voulait toutefois un réalisateur assez spécial, un réalisateur capable d'adapter tous les éléments de cette histoire, disons-le, assez perturbante pour 1968. William Castle, un réalisateur de films d'horreur à petit budget, tels que 13 fantômes et La nuit de tous les mystères, fut longuement envisagé. C'est vrai que ça aurait donné un film tout à fait différent aussi. Au final, il restera attaché au projet en tant que producteur, et aura droit également à son petit caméo. Bob Evans, ayant vu les films Le couteau dans l'eau et Cul-de-sac, demanda au réalisateur Roman Polanski de lire le livre, pour voir si l'histoire l'intéressait. Polanski le lira en une soirée, et après sa lecture, sa décision était prise. Il allait réaliser Rosemary's Baby. Alors que Rosemary et son mari emménagent dans leur nouvel appartement à New York, ils ont l'heureuse surprise de découvrir qu'ils attendent un enfant. Enfin heureuse, j'en suis pas si sûr. Oui, parce que Guy, le mari, devient très proche avec ses nouveaux voisins, les Castevettes, qui eux sont très bizarres. Guy change donc étrangement de comportement, devenant plus distant avec sa femme. Et celle-ci semble avoir une santé de plus en plus fragile. Elle a constamment mal au ventre, elle perd du poids, et l'un de ses amis sombre dans le coma après lui avoir rendu visite. Rosemary devient alors très inquiète, et légèrement parano. Et quand je dis légèrement, je veux dire extrêmement. Son enfant serait-il le fils du diable en personne? Suspense. Ce film, je crois que je l'ai vu peut-être 3 ou 4 fois maximum avant de décider d'en faire une critique. Je devais avoir 14 ou 15 ans à l'époque? Et je me souviens avoir été très mal à l'aise devant. Pourtant, visuellement, y a rien de très explicite, ou de gore, ou de violent. Mais je sais pas, ce long métrage dégage un petit quelque chose de malsain. Roman Polanski rédigera lui-même le scénario, adaptant très fidèlement l'histoire d'Ira Levin, enfin apparemment parce que moi je l'ai pas lu, et il a même fait appel à plusieurs reprises à l'auteur pour de l'aide. On pourrait dire que c'est un peu long à démarrer, qu'il y a beaucoup de scènes de dialogue et qu'il manque un peu d'action. Mais les gars, c'est là-dessus que le film se base. L'introduction nous présente le couple qui vient d'arriver à New York, qui font la connaissance du voisinage, qui prépare ses plans pour l'avenir, et tout ça, ça marche. Et oui, parce qu'au bout d'une vingtaine de minutes, on a réellement l'impression de bien les connaître. Et puis, l'intrigue se met lentement mais sûrement en place.
C'est par une succession de scènes étranges et intrigantes que l'histoire sombre et macabre se construit. Le film est un genre de puzzle qui nous révèle ces différents morceaux progressivement pendant 2 heures et quart. Et c'est très bien comme ça. Ouais, on se base plus sur le récit que sur des scènes vraiment choquantes ou violentes pour nous faire peur. Mais ça n'empêche quand même pas Polanski de nous montrer des trucs bien glauques. Les scènes oniriques où il est sous-entendu que Rosemary se fait carrément violer par le diable, eh ouais. This is no dream, this is really happening. La scène finale qui, oui, je l'avoue, a un peu vieilli aujourd'hui, où tout le monde crie en chœur « Gloire à Satan !» Oui, spoilers. Toutes ces scènes sont assez ambiguës. On peut pas vraiment être sûr que Rosemary rêve ou non. Et c'est ce que voulait Polanski, jouer sur l'angoisse, le surréalisme et l'inquiétante étrangeté. Alors oui, c'est un scénario qui est très chargé, avec plusieurs éléments importants qui nous sont dévoilés au fur et à mesure. Mais c'est très bien écrit, c'est fluide, pertinent et cohérent. Roman Polanski n'avait réalisé que quelques films indépendants à l'époque. Rosemary's Baby est donc le tout premier film hollywoodien du gaillard. Il venait tout juste d'emménager en Californie avec sa femme, l'actrice Sharon Tate, et il s'y plaisait bien. On sait qu'il adopte souvent les mêmes gimmicks, les mêmes thématiques dans ses œuvres. La paranoïa, le complot, l'aliénation, le huis clos, et bien sûr, Rosemary's Baby ne fait pas exception. C'est un film qui est grandement ancré dans son époque. On ressent bien la période hippie, peace and love, flower power. Que ce soit avec les habits de l'époque, les décors... Attendez, je suis persuadé d'avoir eu un sofa similaire à mon chalet. Ouais, exactement ça. Des couleurs à nous déchirer la rétine, des motifs clichés des années 70... et des chaussettes vraiment très sales. L'un des choix dérangeants du réalisateur, c'est de ne pas nous montrer le bébé. Et quand je dis dérangeant, c'est pas péjoratif, Au contraire. Bon oui, certaines personnes vont être déçues de ne pas voir le fils de Satan, mais pour ma part, je trouve que ça renforce tout le mystère qui plane autour de lui. On devine aux expressions horrifiées de sa mère que ce bébé est hideux dans le dernier acte. Dernier acte, comme je l'ai dit, qui devait très bien fonctionner en 68, mais qui a quand même pris quelques rides au fil des années. Donc oui, on peut dater le film, mais ça reste un film assez avant-gardiste pour son époque. On suit le parcours et l'émancipation de Rosemary durant tout le long métrage. On aborde des thèmes comme l'avortement parce qu'elle hésite à garder le bébé, sentant que quelque chose cloche, mais elle n'a pas le droit de prendre de décision par rapport à ça. Et non, son mari a toujours le dernier mot. C'est lui l'homme dans le couple, Le docteur aussi a toujours le dernier mot. Même ses voisins ont toujours le dernier mot. C'est une femme rabaissée par ses proches, utilisée comme un simple incubateur n'ayant aucun droit sur son propre corps ou celui de sa progéniture. Et Polanski le démontre à travers des séquences vraiment perverses, et Mia Farrow l'interprète avec brio. D'ailleurs, avant même le tournage, Polanski voulait offrir ce rôle à sa femme. Eh oui, mais il y avait d'autres acteurs dans la mire des producteurs. Tuesday Weld et Mia Farrow. Et c'est elle qui en hérita. Elle possède chacune des scènes où elle apparaît vraiment. Elle est à fond dedans, même si parfois sur le tournage, elle était plus ou moins à l'aise. Elle a par exemple refusé de jouer nue, ce qui se comprend. On a donc pris une doublure. Sinon, cette scène où elle traverse un boulevard achalandé stressait énormément l'actrice. Et oui, parce qu'on a réellement tourné ce moment en pleine heure de pointe, dans un grand boulevard avec beaucoup de trafic. Du vrai trafic. Et Mia Farrow devait traverser la rue à pied. Elle a fait part de son inconfort au réalisateur, qui lui a simplement répondu qu'avec son ventre de femme enceinte, personne n'allait lui rentrer dedans. Alors ils ont tous deux traversé ce boulevard achalandé sans aucun problème. Et c'est là qu'on voit que Polanski est vraiment investi dans ce long métrage. Il pense comme un acteur. Au lieu de décrire une scène à ses comédiens, Polanski va lui-même la jouer devant eux, pour bien les guider. Après, évidemment, libre à eux de l'adapter à leur sauce, Mais bon, le metteur en scène doit toujours avoir le dernier mot. Ce qui causa quelques frictions entre lui et l'acteur John Cassavetes. Il tient le rôle de Guy, le mari de Rosemary, rôle qui fut d'abord proposé à Robert Redford, Jack Nicholson et Warren Beatty. Cassavetes est d'abord et avant tout un acteur, oui, mais également un scénariste et un réalisateur. Et il aime bien créer des personnages, donc parfois sur le tournage, il improvisait, carrément. Il avait sa propre vision du personnage et Polanski avait la sienne. Donc il se querellait très souvent sur le plateau de tournage. Ouais, tu parles d'une ambiance. Reste qu'il l'interprète très bien, Le seul reproche que je pourrais faire au casting, ce serait pour les voisins, les Castevettes. Le bonhomme surjoue pas mal et la femme a une voix tellement chiante.
Saying it's one of her specialities. Rosemary's Baby fut un immense succès dès sa sortie. Il reçut de multiples nominations et récompenses de toutes sortes, et franchement, je crois que c'est un succès amplement mérité, parce que même s'il a un peu vieilli sur certains aspects, ça reste un pilier du cinéma d'horreur qui en inspirera beaucoup d'autres après lui. N'empêche qu'il aurait pu faire un bide, hein? Un film dont le thème principal est le satanisme en 1968, c'est assez chaud. Qui voudrait publier ça? Qui voudrait voir ça? D'autant plus que certains événements poussaient le public à croire que ce long métrage était maudit. Déjà, le compositeur Christophe Comeda, qui nous a fait une bande sonore transcendante et à qui on doit cette comptine bien glauque, eh bien le mec après le tournage a fait une méchante chute depuis un précipice et est resté dans le coma pendant près de 4 mois. Pour finalement mourir. Ce destin ressemblait étrangement à celui d'un des personnages du film. Sinon, William Castle fut hospitalisé pour des pierres aux reins. Rien de très grave, me direz-vous. Eh bien, pendant son séjour à l'hôpital, il a souffert d'atroces hallucinations de scènes du film, carrément, et il s'est levé en criant « Non, Rosemary! Non! Lâche ton couteau! Lâche-le! » C'est gênant. Et pour finir, on peut faire un malheureux parallèle avec la réalité. Car en 1969, alors que Polanski est en Europe pour affaires, sa femme Sharon Tate, qui était enceinte de 8 mois, est sauvagement assassinée par des membres de la secte de Charlie Manson. Et tout ça au nom de la gloire de Lucifer. Ce sont à la fois ces tristes événements et le succès de Rosemary's Baby qui ont fait en sorte que l'occultisme et le satanisme ont gagné pas mal de popularité durant les années 70. C'est un film qui a tellement marqué les esprits que Ira Levin, en 1993, va écrire une suite à son livre, Son of Rosemary. Ce qu'il ne savait pas, enfin, j'espère pour lui, c'est qu'il y avait eu une suite au film de Polanski, en 1976, et ce, sous forme de téléfilm. Et c'est franchement mauvais. Look What Happened to Rosemary's Baby se déroule 8 ans après le premier film. La secte veut faire d'Adrian, le bébé de Rosemary, le chef spirituel de leur secte. Rosemary, qui est restée auprès de son fils, finit par s'enfuir avec lui jusqu'à Hollywood. Elle y retrouve son mari, qui réside désormais là-bas, mais celui-ci va encore la trahir et renseigner la secte sur les positions d'Adrian. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Rosemary serait restée chez les Castevet pendant 8 ans? Pendant 8 ans, elle serait restée avec les gens qui l'ont manipulée durant toute sa grossesse? Spoiler? Et ensuite, elle va rejoindre son mari qui lui aussi est un trou de cul manipulateur? Ça n'a aucun sens! Je vais passer très rapidement sur ce film parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Déjà, le seul fichier que j'ai pu trouver est sur YouTube et est clairement issu d'une cassette VHS. Donc oui, l'image est affreuse, mais c'est pas seulement dû à ça. C'est mal filmé. Les prises de vue sont pas du tout recherchées, la caméra tremble tout le temps. On dirait un sitcom. C'est très laid visuellement, et l'ambiance est plate à mort. Le réalisateur est Sam Osteen, qui s'était chargé du montage sur le film de Polanski, et là, il lui crache carrément au visage, en nous offrant un film dénué de tout sens et d'atmosphère horrifique. On ne ramène carrément aucun acteur du premier film, sans doute dû au budget très peu élevé, à l'exception de Ruth Gordon, qui reprend son rôle de Minnie Castevet, et qui est encore plus chiante que dans le film précédent. Patty Duke tient le rôle de Rosemary, et disparaît complètement dans le premier tiers du film. Yes, c'est bourré d'incohérences par rapport au premier film, et finalement, ça raconte pas grand-chose. Enfin, rien de réellement intéressant. Que dire de plus à part... ne regardez pas ce film, vous perdrez votre temps. Restons toutefois au petit écran, parce que qui dit téléfilm ou télésérie ne dit pas forcément mauvaise qualité. En 2013, la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland met sur pied une nouvelle adaptation de Rosemary's Baby en mini-série. Zoe Saldana est choisie pour interpréter Rosemary et elle sera également productrice, aux côtés de ses deux sœurs. On note une bien bonne distribution, avec Carol Bouquet et Jason Isaacs jouant les Castevets et Patrick Adams qui campe Guy, le mari. La mini-série sera composée de 2 épisodes d'1h30 chacun et elle sera diffusée en 2014 sur NBC. L'histoire est sensiblement pareille, mais on a tout de même apporté quelques changements. On l'a adaptée à notre époque, et elle se déroule cette fois à Paris et non pas à New York. J'avais un peu peur de voir ça, pour être honnête, d'après ce que j'avais lu sur internet, mais j'ai été plutôt surpris. C'est pas excellent, hein? Mais c'est pas exécrable pour autant. La réinvention du scénario est plutôt originale, on garde l'essentiel tout en modifiant certains éléments, ce qui est cool,
Toutefois, c'est vrai que si on a déjà vu le film original, ça a forcément moins d'impact. Mais on arrive quand même à s'investir dedans. Le script est tout aussi mystérieux que dans le film de 68, en ajoutant une touche de violence graphique qui, pour moi, était la bienvenue. Les personnages qu'on connaît déjà sont assez bien écrits dans l'ensemble, et leurs interprètes leur collent parfaitement. Zoe Saldana est à fond dedans et on y croit. Pareil pour Jason Isaacs, qui de toute façon est un comédien que j'adore. Il y a peut-être juste Patrick Adams qui a eu un peu de difficulté à me convaincre, mais rien de grave. J'ai quand même quelques reproches à faire au rythme de cette série. On passe vite fait sur des éléments intéressants et qui sont utiles au récit, alors qu'on nous montre des scènes plutôt banales pendant plusieurs minutes. Et rendu à l'épisode 2, je trouve que ça tire un peu en longueur, même si plusieurs séquences réussissent quand même à capter notre attention. Bon, ça reste du contenu télévisuel, donc on a droit à des transitions en fondu à chaque 15-20 minutes et ça m'agace un peu. Mais je chipote là. La mini-série se démarque aussi du film en nous montrant carrément le bébé, dans un final bien stressant. Moi perso, ça m'a pas vraiment choqué. On nous fait aussi une très simple représentation du diable, un homme, tout simplement, ce qui me rappelle une citation de Sharon Tate qui disait que tout le monde s'imagine le diable comme étant laid, mais en fait, il est très séduisant. Sinon, il y a toute cette symbolique sataniste qui est très peu subtile. Il en est de même aussi pour l'histoire de trahison et de féminisme. Ça nous est juste lancé au visage de façon abrupte et sans construction, alors que c'était bien fait dans la version de Polanski. Mais bon, au final, ces deux épisodes nous offrent des moments à la fois touchants et stressants, nous infligeant une petite dose de paranoïa, et ce, même si on connaît déjà l'intrigue. J'avoue que faire 2 épisodes d'1h30 chacun, ça a ses défauts, parce qu'on sent souvent que l'intrigue est étirée un maximum pour rien. Moi, j'aurais peut-être fait un téléfilm de 2 heures, en enlevant certains éléments qui sont trop longs, et ça aurait été nickel. Mais franchement, j'ai pas mal apprécié cette série. Je trouve que le scénario a été bien renouvelé, tout comme les personnages, et que les comédiens sont excellents dans leur rôle. Puis, l'ambiance, bien qu'elle soit plutôt classique, est tout de même efficace. Bon, cette série ne marquera pas l'histoire, c'est sûr. Mais quand même, je vous la conseille. Ne serait-ce que pour avoir un nouveau regard sur le récit d'Ira Levin. Et nous voilà rendus à la fin de cet épisode d'Horreur Critique, mes amis. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir donné envie de voir le film de 68, pas le téléfilm. Et si ça vous tente, jetez également un œil à la mini-série. Elle est bien. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager la vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description, et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Salut!